Me revient la tâche, la lourde tâche d'introduire la présentation. Déjà, merci à tous d'être là. Merci Christophe d'avoir organisé cet événement. C'est un plaisir de pouvoir partager ce qu'on fait. Euh, on va vous parler aujourd'hui de produits, conception produit, avec une accroche qui a priori a fonctionné puisque c'est la promesse de vous montrer comment on arrive à pas avoir de backlog. C'est un peu accrocheur, mais on y arrive vraiment. Donc, je pense que on va vous démontrer comment on fait, mais en réalité, cette présentation va vous dire beaucoup plus que simplement ça. Mais je laisserai Paul développer sur ces aspects-là. Je vais d'abord vous raconter ce qu'on fait très rapidement chez Cooper pour que vous puissiez visualiser un peu de contexte et connaître le produit si malheureusement vous ne connaissez pas encore Cooper. J'espère que ce n'est pas le cas pour la majeure partie d'entre vous, mais bon, sait-on jamais. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cooper? Alors, Cooper, on est une application de développement personnel et de learning. Dit comme ça, c'est un peu large, mais en gros, on est parti d'un constat. On est parti du constat qu'aujourd'hui, vous, moi, tout le monde, on passe énormément de temps à consommer du contenu. Donc, on consomme du contenu soit pour se divertir, soit pour apprendre des choses. Et il se trouve que quand on consomme du contenu pour apprendre des choses, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des vidéos sur YouTube, on regarde des conférences, on lit des livres, évidemment, on écoute des audiobooks, on écoute des podcasts, on regarde des documentaires. On a toute une myriade de sources de contenu différentes qu'on consomme pour apprendre. Mais le problème, il y en a plusieurs en réalité, eh bien, c'est que au moment de choisir le contenu, il y a un problème, c'est que c'est vraiment très difficile de trouver le bon contenu qui me permet de résoudre le problème que je veux résoudre. Ensuite, l'autre problème, c'est que ça prend du temps à la fois de trouver ce contenu, mais aussi de le consommer. Ensuite, il y a un problème de mémorisation après avoir consommé le contenu, parce que souvent, on ne retient pas grand-chose des idées. On sait même, ça a été prouvé scientifiquement, qu'on oublie 70% des idées après 24 heures et 90% après 30 jours si on ne retourne pas sur le contenu. Et ensuite, du coup, plus tard, il y a un problème, c'est que quand on consomme du contenu pour apprendre des choses, à la fin, ce qu'on veut, c'est des compétences, c'est des skills. On veut quelque chose qui nous reste, quoi. On veut pouvoir utiliser des choses dans sa vie de tous les jours. Et le problème, c'est que très souvent, quand on consomme tous les contenus dont je vous ai parlé, on est un peu laissé seul avec ses idées et on n'a pas vraiment les clés pour utiliser et mettre en œuvre les idées dans sa vie de tous les jours. Et donc, chez Cooper, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les meilleures sources de contenu, donc les meilleurs livres, les meilleures conférences, les meilleurs documentaires, et on en fait des versions condensées qu'on appelle des cubes, qui sont en réalité des petites capsules de contenu qu'on peut lire et écouter en seulement 20 minutes et qui donnent accès aux idées clés des contenus sources. Et surtout, c'est un contenu, un cube, c'est pas juste un contenu qu'on peut écouter en 20 minutes, mais c'est un contenu qui a été pensé pour être facile à mémoriser, pour être facile justement derrière à appliquer. Vous l'avez compris. Et donc, ça c'est le Cooper auquel on a pensé dès le départ, c'est la vision de départ. Et puis, il se trouve qu'on a un peu fait évoluer la proposition de valeur au fil du temps parce qu'on a compris quelque chose de fondamental en parlant à nos utilisateurs, parce qu'on on le fait beaucoup, évidemment. La valeur client et la voix du client est très importante pour nous. On a compris un truc, c'est que ce que veulent nos utilisateurs, ce n'est pas lire plus de livres. Ce que veulent nos utilisateurs, c'est atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre quand ils lisent des livres. En réalité, quand on lit un livre, ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif précis, avoir un skill, avoir une compétence à la fin. Et du coup, la proposition de valeur de Cooper, c'est pas on aide les gens à lire plus de livres, mais c'est on aide les gens à résoudre leurs problèmes. Et donc, on n'est pas une application de contenu, on est une application de développement personnel et de learning pour ça. On les aide à résoudre leur job du quotidien. Et comme ça, nous, en parlant à nos utilisateurs, on a compris les principaux jobs que nos utilisateurs veulent résoudre. Et les principaux jobs, c'est quoi? C'est nos utilisateurs, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à mieux dormir, apprendre à mieux manger, apprendre à élever leurs enfants, apprendre à le leadership, le management, etc. Des vrais problèmes très concrets. Et donc, Cooper, c'est une application, en gros, tu peux peut-être revenir juste au slide d'avant, effectivement, Paul. Juste pour que vous ayez bien en tête, on a une application consumer, donc une application B2C qui permet de consommer du contenu, mais plus que ça. On a plus de 2000 cubes. Un cube, vous l'avez compris, c'est une version condensée de contenu. On en produit 30 par mois et on est une application consumer, du coup, par abonnement où les gens s'abonnent, ils payent 8 euros par mois ou 80 euros par an pour accéder à l'intégralité de notre contenu. À côté de ça, justement, on a compris les jobs de nos utilisateurs et on développe des formations
C'est la feature clé qui est symptomatique du virage qu'on a pris, où on n'est plus juste une app de contenu, mais une app de learning et développement personnel. Donc, on produit des formations qui sont orientées sur les jobs de nos utilisateurs, donc apprendre à mieux manger, apprendre à mieux dormir, apprendre à devenir plus productif, etc. Et ces formations, elles sont composées de nos coubes, justement, et c'est des séquences de coubes à écouter. On associe chaque coube à un quiz qui permettent de débloquer des étapes. Et on finit sa formation en débloquant un guide pratique qui permet de mettre en pratique. Donc, Cooper est véritablement une application qui donne accès directement aux idées des meilleures sources de contenu pour se développer professionnellement et personnellement. Donc, voilà ce qu'on fait. C'est une entreprise qui a été montée il y a maintenant 5 ans. On a aujourd'hui plus d'1,5 million d'utilisateurs. On a un MRR qui a été multiplié par 3 sur les 12 derniers mois. Donc, on a une forte traction. Et on a un turnover des collaborateurs qui est relativement faible, qui est quasi nul. Et à côté de ça, Cooper, c'est quoi? Enfin, c'est pas à côté de ça, d'ailleurs, c'est Cooper, c'est quoi? On est ce qu'on appelle une product-driven company. On est centré sur la valeur client. L'importance du client, elle est énorme chez Cooper. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette présentation parce que c'est le client qui vient tirer les fonctionnalités et les décisions produits, et même plus généralement, quasiment toutes les décisions qu'on prend au quotidien chez Cooper. Et donc, on a réussi à passer d'un monde avec un flux de fonctionnalités qui est poussé par une équipe produit à un monde avec un flux de fonctionnalités qui est tiré par le client. Et ça, c'est un gros changement. Et c'est tout l'objet de la présentation justement que va faire Paul dans quelques instants. Et donc, au quotidien, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait développer par l'équipe technique que des features, que des fonctionnalités pour lesquelles, grâce au Lean, notamment au Kaizen, mais aussi à beaucoup d'autres principes du Lean, eh ben, on arrive à minimiser les chances que ces fonctionnalités n'apportent pas de valeur à nos clients. Et c'est donc ça qu'on fait au quotidien. On essaie de tromper la chance, quoi, en gros. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop te spoiler, Paul. Non, c'est parfait. Je vais laisser Paul développer tout ça dans sa présentation. Merci Alex. Déjà, bonsoir à tous et enchanté pour ceux que je ne connais pas. Alors, je vais vous parler du coup, comme l'a dit Alexandre, je vais vous parler de la conception produit chez Cooper. Alors, on va partir d'une situation qui était la nôtre avant et je vais vous montrer en quoi est-ce que cela nous posait problème et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'idée, c'est on va tirer un sujet très concret. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait de la conception produit, comment est-ce qu'on en fait en flux tiré. Et à la fin, je vous raconterai quel est l'impact de cette transformation sur Cooper, mais aussi sur les clients. Alors, la situation de départ, c'est un triptyque produit, tech, client qui est assez traditionnel, avec le rôle du produit qui est de développer et de concevoir des fonctionnalités, le rôle de l'équipe tech qui est de les développer et le client dont le rôle, entre guillemets, c'est de donc télécharger l'application pour atteindre la valeur qu'on souhaite lui proposer. Ici, dans ce flux-là, l'idée était que l'équipe produit donc du coup conçoit des fonctionnalités à un rythme dicté par sa seule capacité à produire des fonctionnalités et les pousser à l'équipe tech sous forme de sprint. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un sprint, en réalité, on détermine les tickets que l'on souhaite développer pendant un cycle de 7, 14, voire parfois plus. Nous, on était sur un cycle de 7 jours. Et donc, on fonctionnait ainsi. L'équipe produit développait des fonctionnalités, les stockait, et ensuite, le product owner définissait un sprint et l'équipe tech les développait. Alors, quel était le problème? Alors, le problème, c'est que du coup, on avait un backlog énorme. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un backlog, alors je vais parler ici, quand je parle de backlog, je parle de backlog tech, c'est-à-dire de backlog de fonctionnalités spéquées. C'est important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et alors, c'est en fait le backlog, c'est un peu le fossé visible entre les deux équipes. Il se crée en réalité le plus souvent parce qu'il est plus facile et plus rapide de concevoir des fonctionnalités que de les développer. C'est un principe simple, mais c'est immuable. Et du coup, jour après jour, le backlog, comme l'équipe produit devient de plus en plus forte, elle va de plus en plus vite à développer des fonctionnalités. Et du coup, le backlog s'agrandit. Pourquoi c'est un problème d'avoir un backlog? Il y a plusieurs problèmes. Déjà, le backlog, ça peut être comparé à du stock. Et du stock, c'est du gaspillage.
Gaspillage, alors on n'a pas tellement de gaspillage d'un point de vue maintenance technique, par exemple, parce qu'en réalité, tout est aujourd'hui digitalisé, mais on avait une grosse maintenance produit. On priorisait, on repriorisait, on repriorisait les fonctionnalités pour s'assurer que les prochains sprints soient remplis des bonnes fonctionnalités. Plus grave encore, chaque jour qui passe, chaque jour qu'un ticket passe dans un backlog, c'est un ticket qui s'éloigne des standards de conception et des standards de dev. Ça crée quoi? Ça crée qu'un ticket qui a passé par exemple 30 jours dans un backlog et qui commence à être développé lors d'un sprint, il y a de fortes chances qu'en 30 jours, la manière de faire du produit est changée. Et donc, qu'en gros, le design ne soit plus à jour, par exemple. Et pour l'équipe tech, que par exemple, sa méthodologie de développer est changée et que du coup, on se retrouve avec un ticket qui crée énormément d'allers-retours, énormément de bacs rouges et qui crée de la frustration. D'un côté, on a une équipe tech qui se dit mais c'est pas possible, ils savent pas spéquer. Et de l'autre, on a une équipe produit qui se dit mais c'est pas possible, ils savent pas coder. En gros, voilà le constat. Et le problème ultime, et qui est probablement le problème qu'on a essayé, qui je pense nous a fait switcher, c'est que chaque jour qu'un ticket passe dans un backlog, c'est un ticket qui risque de s'éloigner du besoin client. En effet, 30 jours dans un backlog, c'est 30 jours de vie d'un utilisateur et potentiellement 30 jours pendant lesquels eh bien, son besoin a évolué, ou même pire, que son besoin n'existe plus. Et donc la finalité, le gaspillage ultime, c'est de passer beaucoup de temps à cause des allers-retours à développer une fonctionnalité dont personne ne veut. Et ça, on a dit stop. Et le Lean nous a emmené vers un changement qui est un changement radical. On est passé sur un flux tiré. Donc, on retrouve notre triptyque. En revanche, c'est le client qui tire les fonctionnalités. C'est précisément ce que je vais vous décrire ici. L'idée, c'est que on a mis en place un flux tiré par le client en one piece flow. On a mis la connaissance au cœur de nos préoccupations et on est arrivé à la conclusion, donc du coup, la conclusion finale de cette situation qu'on n'a pas plus de backlog. Alors, c'est pas le plus important. En réalité, on n'a plus de backlog, certes, mais vous le verrez, aussi et surtout, on conçoit en réalité un bien meilleur produit qu'auparavant. Alors, comment faire? Je vais vous montrer le système de conception qu'on a mis en place depuis 1 an chez Kuber. Il y a deux grands concepts que je vais aborder. Donc, le concept du flux tiré et le concept de la connaissance de nos clients, mais la connaissance également des théories et la connaissance de notre environnement. Alors, j'entends du bruit, je ne sais pas si… Ouais, c'est mieux. Non. Attends, je vais essayer de voir qui… C'est bon, je pense. Vas-y, tu peux y aller. Bon. Ouais. Alors, la première étape pour réussir cette transformation, c'est de rendre visible la connaissance et donc de se fabriquer une Obeya produit. Pourquoi? Parce que c'est d'elle que part le flux, car c'est ici que l'on visualise le besoin du client. À ce stade, ce qu'il est important que vous compreniez, c'est ce que vous voyez là, en fait, c'est notre système de production, qu'il est granulaire, que tout ce qui est en haut, on va en fait du moins opérationnel vers le plus opérationnel. Tout en bas, on a les versions que les clients peuvent télécharger et tout en haut, on a l'Obeya. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les différentes étapes par lesquelles l'équipe produit passe pour fabriquer des fonctionnalités. Et donc, en gros, c'est le flux de conception. Alors, l'Obeya produit, c'est le cœur de la connaissance produit. 5 piliers forts, le client, la voix du client, l'environnement concurrentiel, notre produit et le challenge. Les 4 premiers piliers sont des piliers plutôt pérennes qui évoluent au fur et à mesure de nos apprentissages, mais qui ont un socle pérenne. En revanche, le 5e, le challenge, dont je parlerai à la fin, c'est réellement de là que part la visualisation du besoin client sous forme d'objectif. Et ça, c'est important et je vais y revenir. Le client. Alors, qui sont-ils et vraiment? Et ça, Alex, on a parlé chez Kuber. Je pense qu'on est très proche de nos clients, qu'on parle énormément à nos clients. Alors, on utilise la théorie des jobs to be done. En gros, c'est une théorie qui se focalise beaucoup plus sur les vraies raisons pour lesquelles est-ce que les gens utilisent le produit, plutôt que comment, ni
ou même quels sont les problèmes à l'heure actuelle. C'est plutôt une vision, ça donne plutôt une vision sur les problèmes que les gens essayent de résoudre avec le produit. Et c'est comme ça qu'Alex a parlé de job tout à l'heure, et qu'en fait, c'est un axe différenciant de notre boîte aujourd'hui, c'est d'être en capacité de dire concrètement ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher du développement personnel, mais ils viennent surtout chercher une capacité à monter une entreprise, changer de boîte, obtenir une promotion, etc. etc. Et ça se traduit comment dans notre OBIA produit? Ça se traduit sous deux axes forts. Alors, j'ai mis persona X job parce qu'en fait, en réalité, on a des personas parce que ça aide beaucoup à aligner les équipes sur la communication marketing, par exemple. Mes jobs, parce qu'on associe à nos personas toujours le besoin, ce que les gens viennent essayer de résoudre en utilisant Cooper. Par exemple, on a un persona dit l'ambitieux. Cet ambitieux-là, il a un nom, il a un visage, on est capable de le visualiser. Mais il a aussi et surtout des besoins et qu'on connaît. À terme, il veut monter son entreprise. À terme, il veut obtenir une promotion, etc. Deuxième sujet, les préférences utilisateurs. Donc ça, les préférences utilisateurs, c'est ultra important pour la connaissance client, mais aussi pour l'environnement concurrentiel. On le verra tout à l'heure. Et c'est quoi les préférences utilisateurs? C'est ce que souhaitent faire les gens avec notre produit et ce que les gens souhaitent, enfin, la manière dont les gens ont envie que le produit se comporte. Par exemple, on est capable de dire qu'aujourd'hui, chez Cooper, les gens, ils ont envie d'un produit qui soit rapide à utiliser et surtout un produit qui leur donne les clés pour appliquer, donc un produit qui soit pratique. Et ça va nous permettre vous allez voir, de nous comparer à notre environnement concurrentiel. Deuxième étape, la voix du client. La différence du client, la voix du client, c'est le signal de nos clients. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons leur parler, mais c'est eux qui nous parlent. Et donc, ils nous parlent via chat aujourd'hui, email, réseaux sociaux. Tout cela est intégré à Intercom. Et donc, l'équipe Customer Success, qui est totalement reliée à l'équipe produit chez Cooper, vient centraliser, analyser, trier, prioriser toute cette donnée qualitative pour qu'elle soit exploitable et donc sous forme de suggestions et de bugs. Et en réalité, on le traite sous forme d'amélioration continue. En fonction de la force du signal, on fait entrer ces tickets dans notre roadmap de fonctionnalité ou pas. Dans l'OBIA, juste pour que vous puissiez vous imaginer, dans l'OBIA, il n'y a pas l'intégralité des suggestions ni des bugs, mais il y a les 2-3 gros sujets du moment, les 2-3 grosses suggestions. On ne visualise que les signaux les plus forts. On a donc l'environnement concurrentiel. Alors, j'ai noté les alternatives et non concurrents, et ça, c'est clé. Je pense que c'est la théorie des jobs to be done qui nous permet de le faire. En réalité, un utilisateur, enfin, notre environnement concurrentiel ne s'arrête pas chez Cooper aux gens qui font la même chose que nous, mais en fait, il s'ouvre à toutes les alternatives qui permettent de résoudre le même problème. Et chez Cooper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, un utilisateur peut utiliser Cooper, mais peut aussi également utiliser un MOOC, il peut utiliser YouTube, il peut utiliser des podcasts, etc., etc. Et ce qui est très puissant, c'est d'être en capacité de pouvoir se comparer via un radar chart à nos alternatives sur les préférences utilisateurs dont je vous ai parlé au départ. Et donc, ça nous permet de faire un audit, mais ça nous permet aussi et surtout de voir où est l'innovation. Où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'ils ne sont pas, en fonction d'ailleurs on priorise les préférences utilisateurs, on sait quelles sont les plus importantes, et à partir du moment où on voit qu'il y a un gap, eh bien on essaye d'aller le chercher, donc on met une croix dessus et on essaye d'être très très fort dessus. Et par exemple chez Cooper, ça va être la mise en pratique. Comment est-ce qu'on aide nos utilisateurs à mettre en pratique ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écoutent? Le second graphe, trade-off, donc ça c'est en gros aujourd'hui on estime que chez Cooper le produit doit amener les gens en un minimum d'effort à un niveau d'objectif qu'on appelle 0 to 1 ou les premiers pas, ou permettre aux utilisateurs de se lancer. Donc concrètement, par exemple, un utilisateur qui souhaite monter une boîte, chez Cooper, il est évident que même s'il fait une formation sur monter une boîte, et probablement qu'il ne sera pas en capacité de se lancer tout de suite. En revanche, il aura les clés théoriques et pratiques pour franchir le premier pas. Et on est tout à fait... Du coup, on a une barrière sur laquelle on ne peut pas dépasser. Donc, vous voyez là le goal, c'est là où on ne veut pas aller plus haut en réalité, et on laisse, par exemple, Masterclass ou Coursera, en demandant plus d'efforts, aller plus haut. Et enfin, les tear-down. Alors, les tear-down, c'est quoi? C'est des benchmarks, en gros. C'est une visualisation large de ce que font nos concurrents. Alternative, ça nous permet d'être toujours à jour et de voir ce qui se fait. Là, par exemple, je crois que c'est une application de mémorisation de langue. C'est un capture écran que j'ai pris de l'OBIA, donc c'est pour vous montrer sur la partie parcours, typiquement sur la partie formation, qu'on regarde assez large. Ensuite, on visualise notre produit. Concrètement, si je devais résumer, c'est Cooper, c'est quoi? On y voit nos standards.
qu'est-ce qu'un audio-cube, qu'est-ce qu'une formation, on y voit nos savoir-faire, comment envoyer une newsletter, et on y voit la partie technique. Donc, quel est notre stack technique, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles. Vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça nous aide beaucoup d'avoir une connaissance commune de notre stack technique pour pouvoir ensuite prendre de bonnes décisions sur la partie solution à envisager pour résoudre des problèmes. Et enfin, alors, c'est peut-être le plus important pour ce talk, on y visualise un challenge. J'ai mis focus, focus, focus. Alors, c'est très vrai. C'est le départ du One Piece Flow. En gros, on s'efforce de choisir un besoin client et en gros, de le tourner sous forme de challenge pour le résoudre. C'est un challenge qui est donc tiré par le client. Donc, quand je parle de client, il peut être le client final. Donc, ça, c'est le plus souvent chez Kuber, mais ça peut être le fournisseur, ça peut être les investisseurs ou alors les collaborateurs de Kuber, à savoir les autres équipes. C'est un challenge qui est aligné avec Alexandre et le management. On est capable de le raccrocher aux besoins business. Il est communiqué à toute la team en OBA. Et ça, pour ceux qui font du produit, je ne sais pas s'il y en a ici parmi vous, mais en gros, ça a une force incroyable. C'est que ça permet d'éviter de perdre du temps en négociation, puisqu'en fait, le challenge de l'équipe produit est connu de tous. Alors évidemment, s'il y a des urgences, on traite tout. Hein. Mais en gros, on a un langage commun et on peut visualiser ensemble quel est le challenge du moment. Donc, le sujet que je vais vous tirer ce soir, c'est le sujet de l'engagement. Donc, l'engagement, c'est un KPI de qualité pour le produit. C'est notre capacité à accrocher les utilisateurs. Comment on le mesure? Pardon. Comment on le mesure? Eh bien, on regarde des cohortes d'utilisateurs et on observe leur activité au fil du temps, semaine après semaine. Donc, par exemple, ce challenge-là, c'est on regarde tous les utilisateurs qui se sont abonnés sur une semaine donnée et on regarde 5 semaines après, est-ce qu'ils ont redémarré du contenu. Démarrer du contenu, chez nous, c'est notre event critique, c'est ce qu'on essaye de faire en sorte que les gens répètent. Et donc, ce challenge-là, c'est de se dire, on avait aujourd'hui en réalité un défaut sur ce KPI-là. On s'est dit, on a 2 mois, on veut passer de 37 à 60%. Et donc, sur l'OBA, on visualise le challenge et on visualise le KPI qui évolue en temps réel. Ça, ce que vous voyez là, c'est Amplitude, notre outil de Product Analytics, qui, semaine après semaine, nous donne le score. Ce score, d'ailleurs, qui est aussi visible dans l'OBA plus global, l'OBA de boîte. Alors, du coup, la seconde étape, une fois que le challenge est décidé, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, alors chez Kuber, on appelle ça des initiatives, mais en réalité, ce sont des Kaizen, donc j'ai noté Kaizen. Et voilà à quoi ça ressemble dans notre outil. Donc, on utilise Notion, voilà, je vous le dis, on utilise Notion pour, alors j'ai pas dit, on utilise Miro pour visualiser l'OBA produit. Originellement, c'était sur les murs, mais à cause du Covid, on a été obligé de se digitaliser sur ces sujets-là. Et donc, on utilise Miro, c'est ni plus ni moins qu'un mur digital. Et on utilise Notion pour toute la partie opérationnelle. Ça nous permet de visualiser les Kanban, spécifier les fonctionnalités et suivre la production de l'équipe tech. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est une mise en situation concrète de notre challenge visible dans notre Kanban d'initiative, et donc dans notre Kanban de Kaizen. Qu'est-ce que c'est que le Kaizen à ce stade au niveau de la conception de produit? Eh bien, c'est la connaissance adaptée à notre challenge. Tout notre enjeu, c'est de récolter un maximum de connaissances sur nous et sur les autres. Et on commence par nous, et c'est souvent là où il y a le plus à apprendre au départ. Typiquement sur ce sujet en particulier, sur le sujet de l'engagement, on a regardé notre performance passée et on a essayé de la corréler avec nos actions passées. Vous pouvez voir, c'est le vrai graphe, vous pouvez voir qu'il y a des anomalies, il y a des décrochages. Typiquement, on se regarde, on essaye de comprendre, on passe beaucoup de temps à analyser la situation et analyser ce qu'on a fait bien ou moins bien pour éviter de reproduire. Et là, ce qu'on a appris typiquement, c'est qu'on a eu des problèmes de serveur et que ces problèmes de serveur ont impacté la capacité des utilisateurs, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient plus ouvrir l'application, donc c'était compliqué pour eux de redémarrer du contenu. Et donc, du coup, ça nous a permis d'apprendre de nous. Une fois qu'on apprend de nous, qu'on a standardisé, qu'on a mis noir sur blanc et qu'on rend visible la connaissance de ce qu'on a bien fait et pas bien fait, on rentre dans le monde de la théorie. Donc ça, c'est fascinant. On prend toujours le temps de se dire, OK, on essaye de faire de l'engagement. Comment
quelle est la théorie qui fait foi? Sur le sujet de l'engagement, donc ça c'est la théorie qui fait foi, c'est Hookt. Alors je vous ai mis en dessous résumé ce que dit le bouquin, mais en gros, l'idée c'est de se dire que l'engagement, c'est une répétition d'actions et qui crée une boucle infinie. L'idée c'est de trigger, donc c'est de faire en sorte que les gens ouvrent l'application. Alors je vais vous le dire pour Kuber, mais en gros c'est faire en sorte que les gens ouvrent l'application. L'action, c'est de faire en sorte que les gens soient en capacité de faire une action simple et une action critique qui est donc de démarrer du contenu. L'action de reward, c'est en gros de les féliciter pour cette action-là, leur demander de laisser quelque chose via un investment. Et le trigger repart et il réouvre l'application. Et donc, du coup, une fois qu'on met, donc déjà, je vous assure qu'il y a une première lumière qui s'allume quand on met le doigt dessus. Et ensuite, inévitablement, on se dit, mais ça veut dire quoi pour Kuber? Et là, on commence déjà à s'imaginer dans les solutions possibles. Mais là où ça devient vraiment concret, c'est quand on regarde ce que font les autres. Et en fait, on apprend des meilleurs. Donc là, vous voyez, j'ai mis TikTok et Instagram. On a vraiment regardé TikTok et Instagram. Donc on regarde à ce stade-là, sur l'aspect Kaizen, on regarde vraiment les best in class qui n'ont rien à voir avec nous d'un point de vue produit. Alors si, c'est des alternatives d'usage. Un utilisateur qui ouvre Instagram pourrait ouvrir Kuber. Mais voilà. Mais du coup, on regarde ce qu'ils font. Et on se dit, on essaye de prendre la théorie, enfin on prend la théorie, on essaye de noter pour eux ce que ça veut dire et on se dit comment est-ce qu'on pourrait copier, qu'est-ce qu'ils font très bien, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer à Kuber. Et la finalité du Kaizen, eh bien en réalité, c'est notre capacité à générer des intentions. Une fois qu'on a collecté un maximum de connaissances, en gros qu'on y voit beaucoup plus clair, qu'on a appris de nous et des autres, on se dit, OK, quelles sont les intentions que je veux mettre pour résoudre ce problème en particulier? L'intention, du coup, nous permet de descendre d'un cran. On se rapproche petit à petit du client. À ce stade, vous avez vu, rien n'est spéqué, rien n'est designé. Et je vais vous parler en particulier de d'une intention très précise qui est donc sur la partie de la boucle. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'un utilisateur qui ait fini du contenu en démarre du nouveau. Et donc, on l'a appelé améliorer l'expérience post-content finish hors formation, mais ça veut simplement dire comment est-ce qu'on fait pour qu'un utilisateur qui termine un cube soit rewardé. D'accord, donc on retrouve cette notion de reward et lui proposer du contenu de qualité pour qu'il démarre. Il y a 4 étapes. Une intention, elle passe par 4 étapes. Donc là, il y en a 6 en réalité, mais elles ne sont pas très intéressantes pour ce talk-là. Mais je vous ai mis les 4 étapes qui nous permettent d'acquérir de la connaissance au service de la conception produit. Donc l'idéation, la conception, une discussion technique et la planification. La première chose qu'on se dit, là, on se dit, OK, avec tout ce qu'on sait du sujet, avec nos précédentes réflexions sur la théorie appliquée à l'entreprise. Quelles sont les solutions qui auraient le plus d'impact? Vous voyez, on prend du temps à réfléchir et on se dit, on commence à noter les solutions. Donc là, on s'est dit, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire pour que les gens aient envie d'améliorer, enfin qu'on puisse améliorer cette expérience. Mais on pense que là où il y a un truc vraiment à faire et là où il faut qu'on commence à bosser, c'est sur notre capacité à leur faire visualiser ce sentiment d'accomplissement. En gros, que les gens viennent sur Kuber pour s'accomplir. On sait qu'on a un contenu de qualité. Il faut qu'on montre aux utilisateurs que cube après cube, ils s'approchent de leur objectif et ils s'accomplissent. Et du coup, une fois qu'on a défini ça, on imagine plusieurs solutions possibles pour le faire et on se dit, OK, quel est le tas de l'art là-dessus? Qu'est-ce que font les autres? Et là, par exemple, on a regardé Duolingo. On s'est dit, mais en fait, quels sont les meilleurs? Donc, on a regardé les apps de formation et Duolingo en faisait partie. Une fois que ça s'est fait, commence seulement à faire des wireframes. Vous voyez, c'est tout à fait simple. Alors, ça permet plusieurs choses. La première, ça permet de se dire, est-ce qu'on est à côté de la plaque ou pas? Est-ce que c'est possible pour Kuber par rapport à notre design system, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en production, à quoi ça pourrait ressembler? Mais ça nous sert aussi et surtout à générer une discussion technique de qualité et orientée connaissance client. Quand l'équipe produit arrive lors de cette discussion technique, on a déjà une connaissance de notre stack technique, de nos points forts et de nos points faibles via l'OBA, et on a une connaissance des solutions, de la théorie et de ce qu'on veut envisager qui est assez forte. Et du coup, ce qu'on a vu au fil du temps, c'est que ici, on a des discussions techniques qui sont bien meilleures qu'avant, où en gros, il y a beaucoup moins de tergiversation. Et aujourd'hui, on se focalise sur 2 choses. Quelle est la solution qui apporte un maximum d'impact en un minimum d'efforts? Alors ça, c'est très courant, mais en gros,
Ça se fait en fait assez naturellement une fois qu'on est en capacité de pouvoir améliorer la conception de nos intentions. Et donc, on planifie. Quel est le plan d'action? Donc là, ce que fait l'équipe produit, une fois qu'on a défini la solution avec l'équipe technique, on réfléchit en mode version. On se dit, quelle est la première version qui va contenir un certain lot de fonctionnalités? Quelle est la première version qui va nous permettre d'aller apporter de la valeur client le plus rapidement possible? Et donc, tout l'enjeu est de découper l'intention en fonctionnalités très petites. Je dis très petites, ça va jusqu'à animer une icône. Pourquoi très petite? Ça a notamment participé à l'amélioration de la vélocité, du lead time, ça cadre mieux, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Nous, ça nous efforce à mieux spéquer et l'équipe tech reçoit en réalité des tickets qui sont plus faciles en réalité à développer. Et donc, la fonctionnalité, on tombe ici du coup dans le niveau le plus bas, juste avant. Donc, l'étape d'après, concrètement, c'est la version. Hein, c'est ce que les gens vont pouvoir aller télécharger sur le store. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus maintenant de l'aspect tool et de l'aspect comment est-ce qu'on gère nos Kanban, que ce soit du côté produit ou du côté tech, pour finalement amener la valeur au client. Donc là, ce que vous voyez, les fonctionnalités, alors ce ne sont pas les fonctionnalités de l'intention, je suis désolé parce que je vous ai pris des captures de ce qu'on a actuellement en live, mais en réalité, une fois que l'intention est découpée en fonctionnalités, ça tombe automatiquement ici, puisque tous les initiatives, intentions et fonctionnalités il y a une arborescence qui relie tout ensemble. Et c'est tiré ici. Alors, comment ça marche? Ça, c'est pour l'équipe produit. Et en gros, quelle est l'alerte? Qu'est-ce qui nous fait dire que le flux tiré a besoin d'être tiré? Vous voyez, tout à droite, il y a le tech stock. Et la règle, c'est 3 tickets. 3 tickets parce qu'on a 3 devs. Pas un de plus, pas un de moins. Donc, quand il y en a 2, on doit tirer. Et on tire quoi? On tire la première fonctionnalité. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, ce qu'on tire, c'est le besoin client, puisqu'en fait, on est en train de tirer le challenge du Kaizen, l'initiative, l'intention et donc la fonctionnalité. Ce Kanban-là, c'est un Kanban qui offre une vue assez claire sur les différentes étapes. On a d'autres Kanban qui ont des vues plus précises, par exemple, où il y a une distinction spécification design et qui nous permettent plutôt, nous, de suivre la production produit. Mais ici, c'est vraiment notre outil, finalement, de visualisation côté produit. Et de l'autre côté, l'équipe tech a son propre Kanban et eux voient, donc en gros, le next feature to own que vous voyez à gauche, en réalité, c'est le tech stock que vous voyez ici. Donc pareil, hein, ce ne sont pas les mêmes tickets parce que, mais en gros, l'idée est là. J'aimerais juste qu'on passe un peu de temps dessus parce qu'il y a plein d'infos intéressantes. Alors, en gros, on visualise au milieu ce sur quoi est en train de travailler l'équipe tech. Eux, leur alerte, c'est que dès qu'ils ont terminé un ticket, donc que le ticket est passé en releasing, à droite, vous voyez testing et releasing, à chaque fois qu'un ticket passe en releasing, ils prennent un nouveau ticket. Et en fait, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est prendre la première feature sur la liste. La première chose qu'ils font quand ils prennent une feature, ils l'estiment. Ça, c'est très puissant. C'est quelque chose qui a été nouveau pour nous, flux tiré. En gros, quand on travaillait en sprint, on scorait et ensuite on développait et on avait plein de problèmes parce qu'il y avait plein d'inconnus et qu'on n'apprenait pas le temps d'acquérir les gaps de connaissances nécessaires pour réussir. Ici, on donne l'opportunité aux développeurs de prendre le temps d'estimer son ticket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, où est-ce qu'il y a de l'inconnu, etc., etc. La finalité de l'estimation, c'est d'être en capacité de fixer une due date. Ce sont les dates que vous voyez. Et aussi d'avoir des livrables. Ce sont les petits cartons que vous voyez. En gros, chaque feature est découpée en livrables. Alors, vous imaginez les livrables de l'animer une icône. On est vraiment sur du granulaire. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, c'est très simple de suivre la production. C'est très simple de savoir quand est-ce que les tickets sont livrés. C'est très simple de savoir s'il y a des warnings ou pas. Vous voyez, plus 11 jours, par exemple, ou moins un jour en haut à droite. Et du coup, ça nous permet également de calculer des lead time. J'en parlerai à la fin, mais ça nous permet aussi de calculer les lead time de manière très simple en réalité. Et donc, enfin, la version. Donc, une fois qu'on a tiré le bon nombre de fonctionnalités par rapport aux versions qu'on avait intentées, qu'on avait imaginées en intention, on fabrique des versions. Et les versions ressemblent à ça. Donc ça, c'est notre Kanban de version.
on visualise l'état de la version, on visualise son nom et on visualise les features qu'elle contient. Cet outil Notion, il est assez puissant parce que là, par exemple, juste pour que vous imaginiez, si je cliquais sur App Tracking Screen Post-Content Finished, j'arriverai sur le ticket de la spec qui serait lui-même retiré à la ticket de l'intention, qui serait lui-même relié au ticket de l'initiative. Donc, en fait, on peut tout relier au pourquoi et aux besoins du client initial, l'OBEA produit. Alors, quel résultat ? Bon, je vais vous parler de 2 résultats. Le premier résultat, je vais vous parler du résultat de notre challenge d'engagement. Alors, on a fait 11, je crois qu'on avait fait 10 ou 11 intentions. On a dû tirer en 2 mois quelque chose comme 50 fonctionnalités. Et je vais vous parler ensuite du résultat à plus large échelle, le résultat du Lean chez Kuber. Donc, le résultat, un objectif presque atteint. On est passé de 37 à 52% en 2 mois, ce qui est, d'un point de vue business, qui est énorme. Parce que derrière, en fait, en réalité, les utilisateurs qui continuent à utiliser le produit, ce sont les utilisateurs qui ne se désabonnent pas. Et donc, ça a un impact sur le business qui est absolument énorme. Et alors, le Lean chez Kuber, quel impact ça a eu? Alors, j'en ai identifié 4. Il y a eu 4 très positifs. D'abord, le lead time, je vous en parlais. Auparavant, en flux poussé, on avait un temps de développement entre le moment où la fonctionnalité arrivait dans le backlog et le moment où elle sortait chez le client en moyenne de 80 jours. Mise en place du flux tiré, on est aujourd'hui à 12 jours, qui en fait est le temps nécessaire pour l'équipe. Ça inclut la conception, le design, le dev, le test et la release, sachant qu'on a déjà 2 jours de release. Voilà. Donc, on est sur un lead time très petit. On peut apporter de la valeur au client en 12 jours, VS 80 auparavant. Aligner, donc au niveau des équipes, ce que ça a fait, c'est que ça a aligné tout le monde. Le fait de mettre noir sur blanc le focus et le challenge à résoudre, on n'est jamais si fort que quand on est focus. Et ça, c'est génial. C'est le rôle de l'OBA. Que ce soit d'ailleurs de l'OBA produit ou de l'OBA rituel hebdomadaire chez Kuber. Mais ça a apporté beaucoup, en fait, au final, d'alignement à tout le monde. Beaucoup moins de stress. Pourquoi ? On passe d'un monde où il y avait un backlog énorme de trucs tout à fait spéqués, où l'équipe produit se disait « Oh là là, mais ils vont tous devenir obsolètes. Il y en a 1 milliard, je ne sais plus comment les prioriser, je ne sais même plus pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que j'en fais ?» À un monde où il y a 3 tickets, que ce soit le product manager, c'est exactement quand on commençait à spéquer, et le tech, c'est exactement quand on commençait à développer. Donc en gros, de ce point de vue-là, on a fait il y a eu un énorme impact. Et alors, probablement le plus important d'un point de vue client, donc je vous ai mis un chiffre qui, à mon avis, représente assez bien le NPS chez Kuber, donc la satisfaction, c'est notre note sur le store. Avant qu'on commence, on était à 3,8 sur Android, aujourd'hui on est à 4,3. Et à iOS, on est passé de 4,1 à 4,5. Et nous, on le voit au quotidien dans Slack, on a une room à l'intérieur de laquelle on voit en temps réel les notes. Et ça fait d'ailleurs très plaisir de voir des notes positives et des avis positifs, mais on voit une amélioration de la qualité de nos clients vis-à-vis de notre produit. Donc, dans l'ensemble, beaucoup de positifs à beaucoup de niveaux. Et surtout, on n'a plus de backlog. Voilà. J'ai terminé. Merci à tous. Super, merci. Merci, Paul. Merci. Merci beaucoup. Alors, je propose que j'apporte juste une petite conclusion de 2 minutes, promis pas trop longue, pour reboucler, rattacher les wagons sur ce que ça fait, tout ce que vient de raconter Paul sur Kuber au global et le Lean notamment. Et après, on prendra un peu de temps pour que vous puissiez vous poser vos questions à Paul ou à moi. Mais très rapidement, du coup, le Lean, avant le Lean chez Kuber, comme Paul l'a expliqué, on travaillait en flux poussé. Donc, avec tous les dysfonctionnements évoqués par Paul, notamment au niveau de l'équipe produit et tech. Et après le Lean, on a placé globalement l'humain au centre de la stratégie. L'humain, c'est quoi ? L'humain, c'est les clients, évidemment. Et notamment, du coup, la valeur qu'on apporte à ce client qui est au centre de la stratégie et qui vient tirer toutes les décisions produits. Alors, ça peut sembler évident pour beaucoup d'entre vous qui pratiquez le Lean, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, malheureusement. Et ensuite, l'humain, c'est les collaborateurs. Et donc, l'apprentissage et la progression des collaborateurs, elle est également au centre de la stratégie. Ça, c'est un peu ce que nous a apporté le Lean. C'est beaucoup plus que ça, évidemment, mais si on doit résumer, c'est ça. Et aussi, le fait qu'aujourd'hui, on adore les problèmes.
ça aussi, c'est un mindset un peu différent, parce que les problèmes, ça a quand même une connotation un peu péjorative. Mais en réalité, nous, on adore ça, les problèmes, parce que bah, voilà, les problèmes, avoir des problèmes, c'est qu'on sait déjà où il faut creuser, quoi. Et les problèmes, c'est juste des super opportunités d'apprendre et d'améliorer l'existant. Et du coup, aujourd'hui, la résolution de problèmes, c'est un geste qu'on a pratiqué, qu'on pratique et au quotidien pour essayer de tromper le hasard, quoi. C'est ce qu'on fait. Et donc, quel impact de tout ça? Bah, l'impact sur les clients finaux, il est évidemment important. Ils sont plus satisfaits parce que le produit, il évolue vite. On apporte plus régulièrement de la valeur aux clients. Donc concrètement, bah, c'est plusieurs mises en prod par semaine ou parfois même par jour. Et donc, on est capable d'apporter régulièrement de la valeur. Et ça a un impact énorme, évidemment. Ensuite, on maximise les chances de produire des améliorations qui leur donnent satisfaction. Et tout ça, c'est vertueux parce que du coup, apporter de la valeur aux clients, ça améliore l'engagement, ça améliore la rétention sur le produit et ça joue directement sur la lifetime value, ça réduit le churn et donc sur la valeur de la boîte, quoi. Et donc, impact énorme, évidemment. Ensuite, sur les collaborateurs, bah, nous, on responsabilise les collaborateurs déjà. On leur donne, on leur propose un environnement qui est beaucoup moins stressant, dans lequel tirer le hand-done, donc arrêter la chaîne de prod, bah, pour signaler un problème et le résoudre, bah, c'est considéré comme quelque chose de positif. Donc, c'est un environnement super sain, finalement, de dire, OK, les collaborateurs, ils n'ont pas peur de tout arrêter et de dire, OK, ça, on ne sait pas faire, on a besoin d'apprendre. Ça c'est ultra puissant. Ensuite, la communication et la visualisation pour les collaborateurs, ça c'est aussi clé. Le management visuel, donc avec l'OBA produit notamment, c'est clé pour la bonne circulation de l'information, pour créer des échanges autour des murs. Alors malheureusement, depuis le Covid, ce sont des murs qui sont des murs digitaux, donc les échanges devant les murs sont un peu plus complexes, mais voilà, l'idée est là encore. Et du coup, c'est une transparence qui est appréciée par les collaborateurs. Parce qu'ils se sentent respectés, ils sont plus impliqués sur le projet. Et la transparence, pour moi, c'est une forme de respect. Et ça, c'est aussi très important. Et le respect, globalement, le lean, un des sous-jacents du lean, c'est le respect pour moi. Et donc, voilà, la transparence, le respect, ça responsabilise et ça fonctionne bien. Ensuite, au niveau business, et ben évidemment, comme je l'ai dit, c'est un impact positif sur le business. Alors nous, il y a un KPI qu'on va regarder pour mesurer la performance un peu global, c'est le ratio lifetime value sur CAC. Donc la lifetime value, c'est ce que nous rapporte un client pendant toute sa vie en tant que client. Le CAC, c'est ce que nous coûte l'acquisition d'un nouveau client. Et toutes les actions qu'on mène au quotidien, bah, ça améliore la rétention, l'engagement, comme je l'ai dit, donc la LTV. Et la bonne connaissance de nos clients nous permet donc, en plus de ça, de bien maîtriser le CAC parce qu'on sait comment leur parler. Donc, c'est un cercle vertueux finalement. Et puis, l'autre impact positif, c'est aussi sur les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on satisfait nos clients, on satisfait nos collaborateurs, on a donc des chiffres en accélération. Et aussi, le management visuel, bah, ça a une vertu, c'est que ça permet de présenter très facilement à des investisseurs la situation de l'entreprise grâce on voit tout de suite où on en est. Donc, c'est un outil ultra puissant, même pour un autre client qui est l'investisseur. Et ça, on n'y pense pas tout de suite. On pense que l'OBA, ça sert à la boîte, mais ça sert aussi à présenter à l'extérieur. Et donc, les prochains gros défis business de Cooper, bah, c'est nous de réussir à nous développer aux US. On a un pied aux US. On réalise un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui commence à être de plus en plus important aux US. Mais les US, c'est un nouveau client. C'est une nouvelle typologie de client. Aujourd'hui, on sait parler à notre client français. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à se tourner vers le client US et placer le client américain au centre de la stratégie. Et ça, c'est un autre défi pour une team française. Et le prochain défi Lean, c'est peut-être justement d'essayer chez nous de capter un maximum d'apprentissage de nos Kanban. Aujourd'hui, on a beaucoup de Kanban qu'on utilise un peu partout, mais c'est très facile de considérer les Kanban comme un outil de delivery pour piloter le delivery. Alors qu'en réalité, les Kanban, bah, c'est un outil d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est encore un défi pour nous de réussir à tirer des apprentissages systématiquement de nos Kanban. On a encore un petit peu de marge de progrès sur cet aspect-là.